On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Pour une 12e année, le spectacle Ces voix oubliées revient. C'est un programme de rétablissement en santé mentale par la musique fondé par Serge Raymond-Vincent. On en discute dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle du musée du Haut-Richelieu. Le musée a subi une cure de transformation, rajeunissement, travaux de rénovation. C'est un vieux bâtiment. Et on en a profité aussi pour renouveler l'exposition permanente. Inauguration d'ailleurs dans quelques semaines, le week-end du 17 et 18 juin. Excellente nouvelle puisqu'on a dorénavant une nouvelle exposition permanente au Musée du Haut-Richelieu. Inauguration pour le grand public le vendredi, samedi, dimanche 16, 17 et 18 juin. Pour en parler avec nous, deux invités. D'abord, la directrice générale du musée, France Bourassa. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagnée du président du conseil d'administration du musée, Pierre Bessette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça faisait quand même longtemps qu'on l'attendait parce que le musée a été le théâtre de grands travaux d'amélioration, de rénovation. Bref, si on fait un résumé des 2 dernières années en termes de travaux, en quoi ça consistait? Bien, en fait, ça a été vraiment des rénovations majeures qui ont été entamées, justement, là, ça fait à peu près 2 ans. Donc, toute la brique a été refaite, rejointement de briques, le balcon a été refait, les portes également. À l'intérieur même du musée, plafond, système de gicleurs, peinture, il y a certains planchers aussi. Donc, il y a vraiment, les salles ont été vraiment mises à niveau au courant des 2 dernières années, ce qui nous a permis, en fait, de configurer notre nouvelle exposition dans ces espaces-là. Ça fait quand même, pour faire un petit historique rapide, ça fait quand même un peu plus que 5 ans qu'on sait qu'on va avoir une nouvelle exposition permanente, mais on attendait que ces travaux-là se concrétisent pour pouvoir vraiment prendre place là, dans les nouveaux espaces. Là. Bon. Et en quoi ces travaux-là ont-ils un impact sur les expositions ou sur la future exposition permanente? Bon, évidemment, ça donne un bel écran pour nos expositions. L'intérieur est très beau, ça a été refait. On sait qu'on loge dans des édifices qui sont passablement anciens. La place du marché qui date de 1858 et la station de la Pompe qui a été construite en 1876, inaugurée en 1877 suite au grand incendie. Alors, ces édifices avaient besoin d'attention, d'amour, et à l'intérieur, c'est tout beau maintenant. On a refait le système électrique, on a pu passer des conduits pour assurer une alimentation de courant pour les systèmes informatiques et tout. Alors, notre exposition va être beaucoup plus belle, beaucoup plus à jour, avec plein de stations informatisées où on va pouvoir avoir des informations interactives avec les gens. Et évidemment, bien, le décor est plus beau, plus accueillant. Bon. À partir du moment où on savait qu'il y avait ces travaux-là et qu'on voulait renouveler en même temps l'exposition et refaire une nouvelle exposition permanente, de quelle façon les idées ont-elles cogité, les travaux, bref, comment avez-vous imaginé cette nouvelle exposition? Mais en fait, je dirais que le nouveau défi avec cette nouvelle exposition-là, c'était qu'on travaille désormais dans 2 salles d'exposition permanentes. Donc, tout au long de notre processus de création, ce qu'on avait en tête, c'est de dire, c'est une exposition dans 2 salles, il faut qu'il y ait un fil conducteur, que les gens sentent que ça demeure la même exposition. Même si on a 2 sections, la première qui est la section céramique qui est à l'étage et l'autre qui est la section histoire qui est vraiment dans la salle de la station de pompe, mais on doit toujours s'assurer que les gens reconnaissent que c'est la même exposition dans les 2 salles. Donc ça a quand même meublé notre processus de création. Et sachant, en fait, tous les rénaux qui s'en venaient, c'est que nous, on a pu intervenir, en fait, parce que nos partenaires, évidemment, c'est la Ville et le ministère de la Culture. Donc, nous, on a pu, à la base, donner nos besoins. Donc, dire, on veut telle couleur de peinture pour harmoniser le design, on a besoin de tel type d'éclairage. Donc, tu sais, l'éclairage était pour être changé de toute façon, c'était pour être peinturé, mais au lieu de mettre des couleurs quelconques ou des éclairages quelconques, on a vraiment ciblé nos besoins. Donc, ça nous a permis d'arrimer les travaux et la créativité, si on veut. Là. Et dans tout ce processus de création, de créativité, quelles étaient les grandes lignes données par votre conseil d'administration? Qu'est-ce que vous souhaitiez voir apparaître dans cette nouvelle exposition permanente? Bien, évidemment,
Le musée, son but, c'est de préserver le passé. On aime bien dire que nous travaillons pour préserver l'avenir du passé des gens. Alors, c'est de mettre en valeur toutes les belles choses qui se sont faites dans la région, que ce soit des accomplissements physiques ou des accomplissements par des écrits ou par des tâches. Notre patrimoine est très grand. On veut le mettre en valeur et pour que les gens l'apprécient et que les gens se reconnaissent et soient fiers de l'environnement dans lequel ils demeurent. Alors, c'était le but premier, de pouvoir apprécier qu'est-ce que nos ancêtres ont fait, qu'est-ce que les gens qui ont passé avant nous, qu'est-ce qu'ils ont fait, et puis qu'on puisse s'enorgueillir de ces accomplissements-là. Bon, donc la nouvelle exposition permanente va porter le nom de Haut-Richelieu, d'eau, de terre et de feu. Donc, qu'est-ce qu'on va y voir? En fait, le titre de la nouvelle exposition reprend des éléments centraux de l'histoire de la région. Donc, l'eau, évidemment, la rivière, le canal qui a contribué au développement du Haut-Richelieu. De terre, évidemment, sans la terre, tout le volet argile, céramique n'aurait pas été aussi important à Saint-Jean. On avait la ressource naturelle pour réaliser de grandes choses en céramique. C'est pas pour rien aussi qu'à une certaine époque, on était surnommé la capitale de la céramique au Canada. Donc, ça a eu un impact, le fait qu'on ait cette ressource-là. Et de feu, ça nous ramène, en fait, oui, à l'art de l'argile, effectivement, parce qu'on cuit la céramique par le feu, mais aussi, il y a eu beaucoup, à une certaine époque, beaucoup de feux qui ont changé la face, en fait, le visage de la région, si je peux dire, et notamment le grand feu, en fait, de 1876, dont Pierre a fait mention rapidement tout à l'heure, et qui a quand même changé la donne. Ça a été, à partir de ce moment-là, l'acquisition de la fameuse pompe à incendie Sisby, qui trône maintenant au musée, qui va être une pièce quand même maîtresse de la nouvelle exposition permanente. Donc, par ces trois éléments-là, on souhaitait vraiment aller rechercher tout ce qui était historique, là. Parce qu'auparavant, la pompe, elle était comme à l'arrière du musée, là, à un certain moment. Là, donc, vous l'avez ramenée dans un autre endroit à l'intérieur du musée? Vous l'avez déplacée? En fait, elle est revenue dans son lieu d'origine. Donc, pendant de 1876 jusqu'à les années 40 environ, début des années 50, quelque chose comme ça, la pompe était utilisée et entreposée dans la station de pompe qui se trouve à être l'arrière du musée. Par la suite, elle a été remisée. Elle a été pendant des années, en fait, à la caserne sur la rue Saint-Jacques. Elle a été citée comme bien culturel par le gouvernement québécois en 2009. Il y a eu une restauration aussi dans les dernières années. Et en août dernier, donc, la Ville, en collaboration avec le musée, donc la Ville est très heureuse aussi de pouvoir exposer cette pièce de collection-là. Nous aussi, donc la pompe, elle est revenue dans son lieu d'origine. Cette pompe-là a été au service de la municipalité de Saint-Jean pendant 64 ans avant d'être remisée, de prendre sa retraite. Mais là, elle revient à la maison, elle rentre au bercail et puis elle est rentrée par la grande porte. Et elle est absolument splendide. Elle a été très bien entretenue par les pompiers qui l'ont bûchonnée et très bien entretenue. Alors, elle est très belle. C'est une pièce très impressionnante quand on s'imagine qu'elle date de 1876 et puis dans l'État. Il ne reste plus beaucoup d'exemplaires en Amérique du Nord. On parlait de peut-être 4, là, tout est pour tout. Là, donc, Quelles ont été vos réactions quand vous avez vu, parce que, bon, vous avez probablement vu l'exposition sur papier en premier, mais là, je présume qu'il doit peut-être encore quelques fils à attacher d'ici l'inauguration officielle, mais est-ce que vous avez déjà vu un peu à quoi ressemblait cette exposition? On est encore plus sur papier qu'autre chose. Ça doit débuter très rapidement. Les pièces sont montées. On fait affaire avec une firme de designers muséales spécialisés. Et puis, l'équipe doit arriver dans les journées à venir. Donc, vous êtes encore dans la phase d'installation? Oui, tout à fait. En fait, la production est faite, les présentoirs et tout, la peinture, on avait des maquettes à remettre à jour, etc. Les audiovisuels qui sont en train d'être créés. Donc, tu sais, la grosse majorité, elle est prête. Ça va rentrer dans les prochains jours en montage. Mais une fois que le designer est sur place, ça va quand même relativement vite monter. C'est tout le travail avant ça. Mais une fois que c'est créé, ils vont arriver avec leur marteau et ça va s'installer en quelques jours. La précédente exposition permanente, elle a duré combien de temps?
Elle a duré, elle a été offerte au public pendant 11 ans. Donc, de 2003 à... non, c'est pas vrai, pas pendant 11 ans. Je me trompe, là. C'est jusqu'en 2014. Bien oui, c'est ça. Ça fait... Mon Dieu, excusez. Donc, ça a duré pendant 11 ans, effectivement. Là, on a arrêté de la présenter en 2014. On l'a démontée en 2015 officiellement. C'est la durée de vie utile d'une exposition, je vous dirais, normalement autour de 10 ans. Là, Donc, ça va vous redonner un petit oomph, disons, pour Oui, les prochaines années. Oui, effectivement, parce qu'on a été pendant les 2 ans qu'il y a eu les réfections, les rénovations à l'édifice. Les entrées de fonds étaient plus difficiles. Là. Évidemment, les gens venaient pas. Il a fallu faire preuve d'imagination pour pouvoir continuer à opérer et puis à payer le personnel, bien évidemment. Mais on a réussi, on a fait preuve d'imagination, comme je vous disais, avec toutes sortes de levées de fonds et tout, puis ça a bien fonctionné. Et maintenant, on a hâte de reprendre le cours normal d'un musée. Donc, inauguration pour le grand public le vendredi, samedi, dimanche 16, 17 et 18 juin à la place du marché, donc le musée du Haut-Richelieu avec cette nouvelle exposition permanente au Richelieu d'eau, de terre et de feu. Et avec tous ces travaux de rénovation, il va quand même rester des espaces pour des expositions sporadiques durant l'année? Exactement. On a toujours notre salle d'exposition temporaire. On a un roulement entre 3 et 4 expositions qui alternent entre une thématique plus historique et des expositions céramiques plus contemporaines. Donc, on alterne vraiment pendant l'année. Cette salle-là n'a pas la dimension et tout, rien n'a été changé à ce niveau-là. Par contre, on a amélioré au point de vue de l'éclairage, au point de vue du plafond, des murs et tout. Donc, l'espace est plus accueillant et plus convivial pour l'installation et pour le public aussi. On a présentement en cours une exposition sur la laiterie Granger et Frères. Cette exposition-là est en cours jusqu'au 3 septembre. Et suite à celle-là, le 14 septembre, on aura une exposition sur Félix-Gabriel Marchand. Alors, une grande exposition qui va retracer tous les œuvres de ce grand personnage de la région. Et là, après ça, vous allez nous préparer quelque chose pour les 20 ans du Grand Verglas? Tout à fait. C'est un projet que, bon, on a su récemment qu'on avait les sous pour réaliser ça. Donc, il va y avoir 2 volets. On va avoir une exposition itinérante, donc qui va partir au musée en janvier. Donc, vraiment, janvier, c'est le mois ça va être le 20 ans, effectivement. Par la suite, l'exposition va se promener dans le Haut-Richelieu et aussi Granby, Saint-Hyacinthe, donc le Triangle Noir, donc pendant l'année 2018. On va avoir un autre volet qui va être une exposition virtuelle qui va être lancée au courant de l'année. C'est sûr que là, les délais pour janvier 2018, c'est impensable, mais dans le courant de l'année 2018, on va avoir une expo en ligne pour ça. Donc, tu sais, on a des collaborateurs qui se sont joints à nous, les municipalités qui nous ont confirmé. Donc, on va rencontrer aussi, au fil des prochaines semaines, des témoins de cet événement-là, que ce soit des policiers, des médecins, des gens d'Hydro-Québec, l'armée, etc. Donc, on va lancer un appel au public pour avoir des souvenirs, des témoignages. Fort intéressant. Donc, c'est maintenant le moment de redécouvrir votre musée du Haut-Richelieu. Je pense que l'occasion est belle avec cette nouvelle exposition permanente. Évidemment, l'exposition sur la laiterie Granger et Frères tout au cours de l'été, suivie de celle sur Félix-Gabriel Marchand. Et en janvier 2018, exposition sur le Grand Verglas. Bref, redécouvrez votre musée, c'est le temps de le faire. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à toi. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de ce spectacle, de ce programme de rétablissement en santé mentale par la musique avec ses voix oubliées, version 2017. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle d'une compétition d'hommes forts et ça a lieu en fin de semaine. Oui, avec Danny Hort et toi, on parle de golf. Avec Pierre-Luc Paquette du club de golf Saint-Césaire. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
On vous parle de santé mentale, mais principalement d'un programme de rétablissement par la musique qui existe ici dans la région depuis nombre d'années. On en est déjà à la 12e édition de Ces Voix oubliées. Spectacle présenté jeudi le 8 juin au Centre communautaire de Brossard. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, le fondateur et maître d'œuvre, Serge Vincent Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Mme Annie Tassé, qui est la chef responsable de Ces Voix oubliées au sein du CIS de la Montérégie-Centre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Serge, déjà une 12e année, 12e spectacle de Ces Voix oubliées. Spectacle qui a été un peu transformé aussi avec la transformation du réseau de la santé qui s'est, disons, agrandi au niveau territoire. Qu'est-ce que ça implique maintenant d'avoir justement une clientèle qui tue autant du Haut-Richelieu que du secteur de Charlemagne? Qu'est-ce que ça implique? Bon, dans mon cas, moi, c'est juste le transport, hein, de me transporter là-bas parce que les activités se font plus là-bas pour l'instant. Je te dirais pas grand-chose de différent. C'est pas mal le même setup. Si tu veux, là, les auditions, après ça, bien, les pratiques se commencent. Puis après ça, bien, écoute, ils ont les cours individuels, les cours de groupe. C'est tout le temps pas mal le même... on a gardé la même façon de faire, je pense. Parce que la façon de faire nous a réussi. Fait qu'on a essayé le plus possible de ne pas la changer. C'est sûr qu'on élargit, par contre oui. le nombre pas de participants, mais le nombre nos partenaires. Alors, on a gardé nos partenaires de Saint-Jean, puis on en a des nouveaux dans le secteur Longueuil-Saint-Hubert. Bon. Pour vous, bon, on s'en rappelle, bon, l'an passé, la fusion venait à peine de se faire et tout ça. C'est dorénavant donc un programme qui est offert à la grandeur du territoire, ce qui inclut la portion Longueuil-Charlemagne. En quoi c'était, de quelle façon c'était reçu ou perçu Ces Voix oubliées avec l'expérience de l'an passé? Bien, c'est sûr que c'est très bien reçu du côté de Champlain-Charlemagne. C'est nouveau, hein? Donc il y a une nouvelle passion. Les gens le découvrent. C'est un bon vendeur. L'enjeu, c'est justement d'être équitable sur les deux territoires pour pas que la population de Saint-Jean ait l'impression que c'est délaissé ou qu'on s'approprie ça du côté de Champlain-Charlemagne. Donc, on est à réfléchir une formule alternance. Il y a toute une question des transports, par contre, des participants, où c'est facilitant dans un sens, moins dans un autre. La question des locaux, tout ça. Mais c'est une nouveauté, hein? Donc c'est sûr que ça a suscité beaucoup d'intérêt auprès des partenaires, auprès des intervenants, auprès de la clientèle. Il est vrai que Serge est probablement un très bon vendeur parce qu'il y croit fondamentalement hein, depuis les tout débuts. C'est une passion parce que de toute façon, si tu y crois pas, tu ne peux pas mettre tous les efforts là-dedans. C'est viscéral. À chaque année, je trouve que Ces Voix oubliées se vend d'elle-même. L'activité se vend d'elle-même. On surprend là-bas. On a surpris l'année passée avec le concert. Ils ont donné un concert de qualité extraordinaire. L'endroit était quand même bien, honnêtement. C'est un bel... C'est pas un amphithéâtre. C'est une salle plutôt un peu de grand hôtel, si tu veux, là, qui peut accueillir 300 personnes. Mais au niveau de la technologie, fine pointe, excellent système de son, lumière, tout est là. On a l'impression d'être dans un grand gala. C'est différent comme présentation, mais super intéressant, puis aussi important pour les participants. On en parlait encore avec Louise Dufresne, qui est une bénévole qui travaille avec moi depuis déjà 10 ans. Je pense qu'elle est là, Louise, comme aide. C'est une des intervenantes qui me suit dans l'activité, ils sont deux. 60 des bienfaits de l'activité, c'est vraiment le processus. On parle de l'audition, puis même je te dirais que l'audition en fait partie. Pour plusieurs, tu sais, c'est comme aller faire une audition pour un nouveau travail ou aller faire une audition pour commencer à faire du bénévolat dans un centre quelconque. Tu as une audition, tu as une entrevue à passer. C'est un petit peu ça. C'est un peu beaucoup plus sous forme d'entrevue que d'une vraie audition. Tu sais, on ne les fait pas chanter nécessairement. Fait que ça commence vraiment là, se préparer, se lever, se maquiller, s'arranger les cheveux, les gars se mettent beaux, tu sais, puis ils s'en viennent à l'audition. Fait que ça commence là. Tout le processus, je te dirais que c'est 60 de la qualité ou de la force de Ces Voix oubliées. Le 40 c'est le concert. C'est vraiment 40 de la force du concert. Quand ils sont sur scène, puis que le public est là, c'est là que ça prend toute sa force. Et c'est comme le vent qui pousse dans le bateau, là. Est-ce que c'est ça qui fait la différence pour des gens qui vivent différentes problématiques de santé mentale, comme dit Serge, convoqués à une audition, après ça, il y a les pratiques, hein, c'est des journées, c'est des heures, c'est cédulé là, dans un horaire, et il y a un objectif ultime qui est le concert. Hein, c'est comme l'aboutissement à quelque chose. Quels sont les effets vous-même que vous avez pu constater
sur ces usagers de vos services en santé mentale qui participent au programme des Voix oubliées? Bien, au-delà de ce que nous, on peut observer, c'est aussi ce qu'eux témoignent. Oui. Mais oui, en effet, on l'observe, c'est au niveau de leur mobilisation, de s'activer, de se concentrer sur une partie saine de leur vie, non pas de rester focusé sur la maladie. Je pense que ça change quelque chose, puis c'est ce que tu encourages beaucoup dans l'activité, de ne pas justement se concentrer sur les problèmes de la maladie, mais plutôt les bienfaits, de faire vivre quelque chose de positif. Puis c'est sûr qu'au niveau de la stabilité, au niveau de diminuer les visites à l'urgence ou d'être plus stable dans certaines parties de sphères de leur vie. Mais bon, on ne peut pas... Et quand c'est même, pas sur une baguette magique non plus. Sur une période d'une douzaine d'années, on a maintenant suffisamment de recul pour voir peut-être à moyen ou à plus long terme ce que ça a donné. Toi, je ne sais pas, dans les premières cohortes que tu as eues, là, il y a une douzaine d'années, peut-être que tu les revois occasionnellement ou je ne sais trop, mais est-ce que tu es en mesure de voir ou de quantifier les effets que le programme a pu avoir sur ces gens-là? Il y a des effets extraordinaires. OK, on parle de retour à l'université, aller jusqu'à retour travailler 40 heures semaine, laisser complètement l'aide sociale. Des histoires à succès, on en a à chaque année. L'an passé, retour à l'université. Il a continué, il va finir son année complète. Cette année, retour au travail, retour en appartement. Fait à chaque année, on a des bienfaits quantifiés d'une façon différente. C'est pas à chacun que ça fait le même effet, ces voix oubliées. Par contre, pour nous, le moindre petit changement est un changement positif. Mais même sur une année, tu les sur vois la évoluer longévité, aussi, là. Sur la longévité, je te dirais que où est-ce qu'on s'aperçoit que c'est un petit peu plus difficile, c'est sur la continuité. Tu sais, ces voix oubliées te donnent un boost pendant 1 an, à peu près, là. C'est sur 1 an. Mais le après, cet élan-là, à certaines personnes, va servir, puis ils sont partis. C'est comme faire du BC. C'est un tremplin. C'est en plein ça. Il y en a d'autres qu'il aurait peut-être besoin des petits trous en arrière encore pour faire le vélo, là, pour encore un petit bout de temps. Puis c'est là qui est dommage, parce qu'on doit débarquer de ça. Combien de participants par année, ou comme pour cette année? On commence toujours à 15. Puis il y a des années qu'on garde notre 15, des années on en perd. On a perdu 2 cette année. Donc 13 participants hommes, femmes, de tous âges. Tous âges. Tout à fait. Avec des problématiques diverses. Oui, complètement. Quand on parle de santé mentale, on parle de quel type de problématiques chez ces personnes? Bien, les diagnostics ne sont pas demandés au niveau de l'audition. Non. Mais je te dirais que tu vas aller d'une dépression majeure, parce que dépression mineure, bien souvent, c'est réglé différemment. Ils n'ont pas besoin vraiment des services un petit peu plus avancés. Je te dirais, on va de dépression majeure à la schizophrénie. Bipolaire, trouble de personnalité limite, problèmes anxieux graves. Toutes les gammes, on en a de toutes les sortes. Sur le plan plus artistique, cette année, que nous réserve ce concert 12e édition? Hey, je vais te le mettre sur 2 volets différents. OK? On a... premièrement, j'ai écrit des nouvelles chansons, parce que là, la formule est un peu changée. Vu qu'on fait ça au Centre socioculturel de Brossard, on n'a pas l'équipement requis au niveau de la technique pour faire les 2 comédies musicales qui sont Conscience ou Chrysalide qu'on faisait dans le temps au Théâtre des 2 Rives. Fait que c'est comme un amalgame des 2, puis je change à chaque année. T'sais. Comme là, l'année passée, on n'a pas fait les mêmes chansons que cette année. Et puis, j'ai écrit de nouvelles chansons. Par exemple, on a un quatuor. C'est un peu drôle parce qu'on a un quatuor, 3 femmes, 1 homme. L'homme, c'est un ténor. Fait que nous, la plupart sont barytons. Fait qu'ils sont capables de chanter d'un grave, mais lui, le ténor, il a de la difficulté. C'est trop bas pour lui. Fait que soit que c'est pas assez haut, c'est comme pas assez haut ou trop bas. Fait qu'il est un peu près entre les 2. Puis j'ai 3 femmes qui sont des basses. Fait que les chansons sont trop hautes ou pas assez basses. Fait qu'elles sont prises dans le même. Fait que j'ai fait un quatuor d'harmonie. Fait que ça, c'est mon quatuor d'harmonie. Fait que dans leur cours individuel, je les ai pris à part les 4, au lieu d'avoir un cours individuel, ils sont les 4 ensemble. Puis pour les récompenser, je leur ai écrit une chanson juste pour eux. Fait que là, il y a une chanson écrite pour le quatuor. Fait que ils sont super contents. Ils ont leur petit privilège de chanter en solo. Juste un petit hymne que je te donne comme ça, j'écris des chansons comme... Il y en a une qui, pour elle, c'était
oser se présenter devant le public. Puis elle a une voix pour faire un solo. Bien, j'ai écrit une tune qui s'appelle Oser, qui parle un peu de ce qu'elle surmonte pour arriver jusque-là. Fait que, on essaie de rendre un peu différents les spectacles de cette façon-là. On mélange beaucoup plus l'audiovisuel aussi dans les concerts. Ça me vient de l'idée du 10e anniversaire où on faisait passer des capsules de gens du passé, qu'est-ce que ça leur avait apporté. Fait qu'on a gardé, j'ai gardé un petit peu, puis j'ai proposé à Annie un petit peu le même procédé pour l'année passée, et on a gardé la même chose pour cette année, où on a des capsules des participants qui nous donnent un petit 30 secondes de leur expérience à Ces voix oubliées. Fait que c'est entremêlé des chansons, fait que la petite capsule va parler, exemple, sur le bonheur. Bon, bien, la chanson Bonheur va suivre, tu sais. Fait qu'on fait un serpentin au travers les émotions. Et l'autre volet que je te parlais, c'est que c'est Myriam Chabot, qui était le professeur de l'école NDL, mais Myriam est partie vivre en Ontario. Oui. Et c'est une ancienne élève à moi, qui est Annick Lessard, qui a repris le flambeau de Myriam Chabot. Et c'est encore l'école Notre-Dame de Lourdes de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a préparé les élèves. Et on a une chorale de 30 enfants cette année. Oh, wow! 30 enfants. L'année passée, 22, qui était quand même une très bonne année. 30 enfants, et je peux te garantir, mon cher Éric, que dès les premières notes chantées par les enfants avec la chorale, j'étais en sandwich entre les deux. Aucun micro. Alors moi, j'étais peut-être le privilégié qui pouvait recevoir la chorale de 15, de 13, et les enfants, j'en avais les poils redressés sur les bras. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très beau. Ces voix oubliées 2017, 12e édition, jeudi 8 juin à 19h au Centre communautaire de Brossard pour tout le territoire de la CIS de la Montérégie-Centre. À vous deux, merci beaucoup et bonne continuation. Serge? Il va rester des billets à la porte, quelques-uns. Pas beaucoup, mais il nous reste des billets à la porte. C'est bon, le message est passé. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est le temps des inscriptions pour les activités offertes par le service des loisirs pour l'été 2017. Allez tout simplement sur le site Internet de la Ville, sjsr.ca. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission porte le nom de la Ville. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, toujours avec 3 500 $ en prix et 30 dépositaires dans la région que l'on dessert ou l'on diffuse pour acheter vos livrets. Entre-temps, commentaires, suggestions, vous pouvez m'écrire, plus facile et plus rapide par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.